Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain à la Une, le magazine qui traite de ce qui sera à la une de l'actualité la semaine prochaine. Au sommaire de cette édition, en Chine, le Parti communiste va réunir son congrès quinquennal. Plus de 2000 délégués locaux, civils et militaires se retrouvent pour désigner leur politburo. Si la réélection du secrétaire général et président Xi Jinping est acquise d'avance, en revanche, d'autres questions sont plus ouvertes. La centralisation du pouvoir, la désignation d'un successeur ou encore la définition d'une nouvelle orientation politique, le tout dans un contexte régional de tensions dues aux essais nucléaires nord-coréens. Au Japon voisin, les jeux semblent plus ouverts. Les citoyens sont appelés aux urnes pour des élections anticipées dimanche prochain. Le Premier ministre Shinzo Abe espérait un nouveau mandat facile à obtenir, mais la gouverneure de Tokyo risque de lui donner du fil à retordre. Cette ancienne journaliste polyglotte compte bien briser le plafond de verre qui limite l'accès des Japonaises à la politique. Et enfin, mardi 17 octobre est la journée internationale de lutte contre la pauvreté, une 30e édition. Et pour cause, en 3 décennies, peu d'avancées, voire même des reculs. Dans le monde comme en France, les inégalités progressent. Comment faire pour que chacun puisse vivre dans la dignité sur une planète où il y a assez pour tous? Des solutions sont connues, manque la mobilisation publique et la volonté politique. Mais pour commencer, intéressons-nous donc à la Chine où va se tenir le congrès du Parti communiste, un rendez-vous qui a lieu tous les 5 ans, sans enjeu a priori, mais en coulisses, les batailles font rage. Pour en parler avec nous, Stéphane Lagarde, journaliste à RFI, ancien correspondant à Pékin et cofondateur du site d'information Asialiste. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Gauthier Rybinski, éditorialiste de politique internationale à France 24. Alors Stéphane Lagarde, on va commencer par vous. Du 18 au 28 octobre, donc pendant 10 jours, plus de 2000 délégués du Parti communiste vont être réunis. Au-delà de cette image d'unité, de stabilité qui va être transmise, quels sont véritablement les enjeux? Qu'est-ce qui va être débattu? Et d'ailleurs, va-t-il y avoir des débats? Alors il y a des débats, et il y en a eu bien avant, même le congrès. On a vu, il y a eu toute une bataille. Xi Jinping a essayé de faire le ménage avant, avec déjà des limogeages. Sun Zensai, par exemple, le chef du Parti communiste de la ville de Chongqing, 30 millions d'habitants, a été limogé. Ça a été énorme. Qui était un membre du politburo. Voilà. Donc il y a vraiment une bataille incroyable au sein de ce politburo et à l'extérieur. C'est un peu comme un jeu de Go, comme dans les mers de Chine. Là, Xi Jinping ne fait pas que mettre des îles en mer de Chine. Il joue aussi avec les clans des anciens présidents, notamment Hu Jintao, Jiang Zemin. Il essaye de mettre plein de gens de son côté et on le voit, l'importance de l'enjeu, c'est vraiment pour lui un panthéon personnel. Il veut, Xi Jinping, certains disent que c'est le nouveau Mao. Moi, je ne crois pas. En tout cas, je pense qu'il a envie, il a cette ambition de marquer l'histoire avec son rêve chinois, mais aussi à l'occasion de ce congrès, en mettant tout simplement, vous savez, les présidents chinois mettent souvent leur slogan dans la Constitution, ou au moins dans les règles du parti. Et par exemple, Hu Jintao avait la société harmonieuse, Deng Xiaoping, c'était un pays de système. Lui, Xi Jinping, il aimerait bien mettre la bonne gouvernance, la gouvernance selon Xi Jinping, avec son nom. C'est jamais arrivé depuis Deng Xiaoping. S'il y arrive, ça sera un coup de maître. Voilà, donc c'est pas Mao, mais il a une puissance considérable. Et on voit l'importance de son congrès, tout simplement à la sécurité autour du congrès. C'est 2287 délégués, vous l'avez dit. Mais alors, 20 km autour de la place Tiananmen, on n'a pas le droit de louer un RMB. Tout est contrôlé. Et moi, je me souviens, pour le 18e congrès, interdit de baisser les vitres arrière des taxis. C'était interdit, donc elles étaient bloquées, ces vitres. On n'avait pas le droit de vendre des balles de ping-pong parce qu'on pouvait marquer des petits et puis les jeter sur la place Tiananmen. Il n'y avait pas le droit d'avoir des hélicoptères télécommandés. On ne parle pas de drones. Tous les jouets même étaient interdits. Donc il y a une telle sécurité autour. C'est pour montrer l'enjeu. L'enjeu, c'est tout simplement de diriger la deuxième puissance du monde pendant les 5 ans à venir. C'est une mise en scène, finalement. Tout le ménage a été fait avant et finalement, ce sera la mise en scène de son pouvoir. On verra ce qui sortira du chaudron. Et on verra ce qui sortira du chaudron. Ça rappelle peut-être des congrès du Parti communiste à d'autres époques, URSS. C'est-à-dire, en fait, on ne savait pas grand-chose. Les batailles étaient en coulisses, mais extrêmement feutrées. Le nettoyage se faisait avant, Gauthier. Oui, tout à fait. Et d'autant plus, si vous voulez, que la personnalité qui ressortait... C'est peut-être la différence avec la Chine, d'ailleurs. La personnalité qui ressortait gagnante parfois de ces congrès n'était pas forcément la plus pugnace ou la plus relevée. On a des souvenirs de certains premiers secrétaires ou secrétaires généraux du politburo soviétique qui étaient particulièrement fallot et qui étaient simplement arrivés au pouvoir par les incohérences de certains jeux d'influence qui aboutissaient à des aberrations politiques. Cela dit, sur le caractère opaque du pouvoir, de ce qui était le pouvoir soviétique, mais de ce qu'est encore le pouvoir russe et du Kremlin actuel, il y a beaucoup de similitudes
habitudes avec la Chine. L'une des j'allais dire, pas des falsifications, enfin des erreurs historiques grossières de ces 20 dernières années est de croire que Vladimir Poutine a chassé une forme d'oligarchie mystérieuse, mais il l'a remplacée par une autre oligarchie tout aussi mystérieuse et qui joue ce genre de jeu tel qu'on peut les connaître au sein du Parti communiste Alors, chinois. on va revenir sur la Chine, l'oligarchie quand même, parce qu'on parle de Xi Jinping, secrétaire général, président. Cela dit, il y a un politburo, donc ça veut dire qu'il y a aussi un comité permanent du politburo. C'est quoi? C'est 25 membres, et parmi eux, il y a 7 membres qui dirigent la Chine. La deuxième en fait. puissance du monde, le pays le plus peuplé du monde. Donc c'est une puissance considérable. Et Xi Jinping est effectivement aujourd'hui, peut-être, en tout cas on le voit avec les défaillances en tout cas de leadership des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde. L'opacité, c'est vrai que c'est très important, mais il y a ces batailles internes, donc on essaye de décrypter. Il y a ces plénomologues, comme je les ai appelés. Nous, Asialistes, on a quelqu'un qui est fabuleux, qui s'appelle Alex Payette, qui connaît tous les noms. Alors il y a des enjeux, enfin c'est des régions énormes. On parle de régions qui sont parfois 3 fois grosses comme la France, qui ont toutes la même heure, l'heure de Pékin. Mais enfin quand même, c'est centralisé, mais il y a ces batailles locales. Donc voilà, effectivement, une opacité. En même temps, à chaque fois, les observateurs qui se demandent parfois qui sort du chapeau. Je me rappelle pour Hu Jintao, les anglophones n'ont pas pu s'empêcher de faire cette blague. Ou alors Wu is Xi, par exemple pour Xi Jinping. À chaque fois, parfois, c'est vrai que ça sort un peu mystérieux. Là, on est sûr que ça sera Xi Jinping, mais dans 5 ans, effectivement, on verra tout ce qui va se passer dans 5 ans se joue maintenant. Oui, il y a certains membres quand même du politburo qui, eux, doivent être par contre remplacés parce qu'ils partent à la retraite. On va peut-être pas rentrer dans ces détails. Cela dit, vous avez parlé de centralisation du pouvoir. Ça, c'est quand même aussi un des enjeux de ce qui est en train de se passer en Chine. À quel point la centralisation doit se défaire ou pas. Est-ce que ça se discute au sein du Congrès du Parti communiste? Oui, parce qu'il y a un double mouvement. Il y a à la fois cette volonté de développer les régions de l'Ouest. Vous avez tous entendu parler des nouvelles routes de la soie, notamment de cette route qui va aller jusqu'en Europe, cette route de la soie rénovée. C'est aussi pour développer l'intérieur de la Chine. C'est pour développer notamment l'Ouest, le Far West chinois, qui est encore toujours en tension. Par exemple, le Xinjiang, qui est toujours extrêmement fermé. C'est un des seuls pays où on ne peut pas y aller en tant que journaliste, où on y va très difficilement avec une caméra, en tout cas. Donc voilà, il y a toujours ces tensions. Il y a ce développement de l'Ouest qui est crucial pour la Chine, donc cette décentralisation d'une certaine manière. Et en même temps, pour le pouvoir, pour Xi Jinping, c'est de garder les cartes en main. C'est très difficile dans un pays aussi peuplé. Encore une fois, c'est 80 millions, je crois, de membres, le Parti communiste. Donc c'est chinois, donc c'est des batailles incroyables en interne, avec des régions qui sont fortes. On a vu Boxilai, je ne vais pas donner tous les noms, mais qui était tombé juste avant l'arrivée de Xi Jinping, qui lui venait de Chongqing. Donc il y a des conflits entre le Sud, le Nord, l'Ouest, les régions comme ça. À quel point finalement la politique ou les orientations politiques se définissent pendant ce congrès? Est-ce que tout se fait avant ou est-ce que pendant le congrès il y a une petite marge de discussion? Non, ça se fait encore pendant le congrès. Je pense que les batailles, en tout cas ce que disent nos spécialistes, ça se fait toujours parce que les arbitres, ce sont effectivement ces 2000 délégués, mais c'est pas eux qui décident en fait. Enfin, vous le savez, à chaque fois que vous suivez les plénums, vous voyez, ils laissent au début filmer le début de la session. À chaque fois qu'on vote, c'est à main levée, on n'entend presque pas les pages tournées. Les 2000 délégués, on entend à peine les pages tournées. Ce sont des arbitres. Alors parmi les définitions, les nouvelles orientations de politique, il y a évidemment la politique économique, mais il y a aussi la diplomatie. On a l'impression que, alors il faut rappeler que la Chine est un membre permanent du Conseil de sécurité, mais qu'elle a du mal quand même à définir une diplomatie totalement indépendante ou libre. On a l'impression qu'elle fait preuve de suivisme sur certains dossiers, je pense notamment à la Syrie. Alors, on est en train de changer, justement avec Xi Jinping. L'acte fondateur de ce changement, c'est la crise ukrainienne. D'habitude, que disent les Chinois, c'est « on ne se mêle pas des affaires intérieures des autres ». Or, là, Pékin va apporter son soutien au moment de l'affaire de la Crimée, notamment de l'annexion de la Crimée, apporte son soutien à Moscou. C'est très rare. Ça veut dire qu'elle s'immisce dans une affaire a priori interne à l'Ukraine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la Chine, il y a cette question de savoir ce pouvoir que vous venez de décrire énorme, ce pouvoir économique énorme, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on reste des nains diplomatiques tout en restant des monstres économiques, ou bien est-ce que l'on s'en sert? Et s'en servir, ça veut dire, par exemple, la Syrie, bien sûr, où Moscou, par exemple, et Pékin ont été d'accord, parce que là aussi, Pékin était revenu à sa doctrine de départ, on ne se mêle pas des affaires des autres, et surtout quand les Occidentaux seront en embuscade. Mais lorsque vous apprenez, par exemple, que la Chine aura bientôt une base militaire à Djibouti, et que cette base est destinée a priori à lutter contre la piraterie internationale, mais qu'on imagine mal la Chine rester les bras croisés en cas d'opération au sein de l'Afrique ou même du Moyen-Orient, il y a là une redéfinition du rôle diplomatique de la Chine qui est en cours.
non seulement dans sa zone d'influence que sont la mer de Chine, on a parlé les îles Senkaku qui sont, ou Diaoyu, donc on le dit en japonais ou chinois, qui sont disputées, mais aussi à l'extérieur de cette zone. Et ça, c'est la patte de Xi Jinping, qui est en train de l'imposer et qui probablement réussira à l'imposer, d'autant plus qu'il a la main mise sur un contrôle économique qui, pour l'instant, est tout à fait vertueux au sens très large du terme pour les Chinois, même s'il y a évidemment une société socialement très, très, très divisée en Chine. Avec néanmoins un dossier qui l'embarrasse énormément en ce moment, c'est les tensions en Corée du Nord, les essais nucléaires, parce que finalement, il ne sait pas comment s'en dépatouiller d'une certaine façon. Oui. Alors, d'abord parce que ça lui chipe un leadership, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que la Chine admet difficilement que, en plus, un protégé comme la Corée du Nord soit sur le devant de la scène. De deux choses une, rapidement. Soit la Chine lâche la Corée du Nord, et à ce moment-là, à terme, pas tout de suite, mais à terme, c'est une réunification de la Corée sous le mode capitaliste, avec une possibilité d'avoir des soldats américains à la frontière chinoise. Et si elle ne lâche pas la Corée du Nord, la Chine, eh bien, c'est la poursuite de ce bras de fer avec le caractère imprévisible de Kim Jong-un et surtout l'idée que cette affaire coréenne court-circuite toutes les visées, on va dire impérialistes pour aller vite de la Chine, notamment en mer de Chine, avec ces îlots artificiels que l'on bâtit, avec ces îlots contestés que l'on essaye de récupérer dans sa nacelle, qui, par exemple, va pouvoir décider de la souveraineté des îles Spratleys. Ben, c'est un vrai problème. Il y aurait une solution, c'est des développements conjoints avec plusieurs États qui contribuent économiquement à ce développement. Mais la Chine a, avec Xi Jinping, réactivé une forme d'impérialisme auquel, maintenant, elle n'est plus prête à renoncer. Plus prête à renoncer, même si elle est embarrassée par le même dossier si elle est embarrassée. Nord-coréen et le dossier nord-coréen qui pèse également sur les élections anticipées au Japon. On verra ça en deuxième partie d'émission. Merci beaucoup, messieurs. Merci Stéphane Lagarde, merci Gauthier Rybinski d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes.